C'est un projet qui a été réalisé par Agrinova en collaboration avec Agriculture Canada et avec l'Université Laval. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est vraiment, dans le fond, si l'alimentation des vaches laitières avec la gourgane permettrait d'augmenter la production laitière, d'améliorer les composantes comme le gras, les protéines du lait. Puis, on voulait aussi vérifier si ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en production laitière. Donc, les gaz à effet de serre, dans le fond, on regardait au niveau du méthane entérique, donc lorsque la vache rumine. On regardait aussi au niveau du fumier des vaches qui avaient été alimentées avec de la gourgane, si le fumier allait produire plus ou moins de méthane. Puis on regardait également au niveau des champs, lorsqu'on épand le fumier, dans le fond, si le fumier allait produire plus de N2O, donc du protoxyde d'azote. Le méthane est produit lorsque la vache va ruminer et non lorsqu'elle va avoir des gaz, contrairement à la croyance populaire. Puis aussi lorsqu'on va entreposer son fumier, alors que le N2O, lui, va être produit lorsqu'on épand le fumier au champ. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2, puis le N2O est 298 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est quand même des gaz à effet de serre là, sur lesquels c'est intéressant de travailler au niveau de la réduction. La gourgane, c'est une plante de climat frais, donc qui pousse bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, on pense que c'est surtout utilisé pour les soupes, mais en fait, on trouvait que c'était intéressant d'essayer de voir d'autres applications intéressantes. Donc, c'est vraiment ça l'idée du projet, c'était vraiment de pouvoir donner cet aliment-là aux vaches. La gourgane est servie séchée aux vaches. On la moue grossièrement, puis elle est servie brute. Donc, contrairement au soya, on n'a pas besoin d'enlever son huile, ce qui fait d'elle un aliment très intéressant. En plus, elle est riche en énergie, en amidon, puis elle ne rancit pas. Il existe plusieurs variétés de gourganes, mais ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'il y a des gourganes à fleurs blanches puis des gourganes à fleurs colorées. Puis les gourganes à fleurs colorées contiennent du tanin, alors que celles à fleurs blanches n'en contiennent pas. Donc, pour le projet, on a sélectionné une variété régionale qui contenait des tanins, donc qui était la plus concentrée en tanins, puis c'était la variété Baie-Saint-Paul. La variété Baie-Saint-Paul, il y a 0,74 de son poids qui sont des tanins. Dans le fond, si on donne 4 kg de gourgane à une vache dans la journée, ça veut dire qu'elle va obtenir 29,6 g de tanins. Dans le cadre du projet, c'est sûr qu'on aurait aimé pouvoir donner plus de tanins. Dans le fond, peut-être se rendre jusqu'à 100 g de tanins par vache par jour. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu donner plus de 12 kg de gourgane, ce qui aurait été vraiment trop élevé. Le projet a été réalisé sur 4 fermes de la région. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a séparé le troupeau en deux, soit un groupe témoin et un groupe test. Le groupe témoin recevait la ration habituelle de la ferme, puis le groupe test recevait 4 kg de gourgane par vache par jour. Donc, dans le fond, tout au long du test, on a suivi la production laitière des vaches, puis on a prélevé des échantillons avec des échantillonneurs à lait pour pouvoir vérifier le contenu du lait en protéines, en gras, en urée, puis en acide gras. Puis les échantillons ont été envoyés chez Lactanet pour être analysés. On a aussi tenu compte du niveau de rumination dans le projet à l'aide des colis de rumination. Le méthane entérique a été estimé grâce à une formule qui tient compte des acides gras dans le lait. Dans le fond, on a récolté le fumier frais des vaches, puis on l'a mis dans des barils, dans le fond, dans une chambre à température contrôlée pour quantifier la quantité de gaz qui allait s'en échapper, puis, dans le fond, voir les proportions de CO2 et de méthane qui allaient se retrouver dans ces gaz-là. Une analyse complète du fumier des vaches a été faite aussi là, pour connaître le contenu en azote, en phosphore, en solides totaux et aussi là, au niveau de plusieurs paramètres qui pouvaient être intéressants pour le projet. Pour la quantification du N2O, dans le fond, les gaz étaient récoltés directement au champ après avoir épandu du fumier avec des chambres à flux, puis une seringue de 10 ml. Puis ensuite, on envoyait les échantillons à l'Université Laval pour les faire analyser. Il y a une partie du projet qui a été réalisée à Sherbrooke, au Centre de recherche d'agriculture agroalimentaire Canada, par Shaoki Benchar, qui est chercheur là-bas. Donc, les vaches étaient placées dans des chambres respiratoires qui permettent de quantifier très précisément la quantité de méthane qui est produite lorsqu'elle va ruminer. Le projet a permis de constater que la gourgane était un aliment super intéressant à intégrer à la ration des vaches laitières, finalement, parce qu'il est riche en protéines, en amidon. Il permet d'avoir une production qui est équivalente au niveau du groupe test et du groupe témoin. Au niveau des composantes du lait non plus, on n'a pas vu de différence significative, donc ça confirme vraiment que c'est un aliment intéressant. Par contre, il est important de retenir que c'est un aliment qui doit être servi avec un autre aliment qui est riche en énergie, parce que sa protéine est très dégradable. On parle d'environ 70 de dégradabilité dans le rumen, donc il faut que ce soit servi avec un aliment riche en énergie. Au niveau de la rumination, on a observé une augmentation. Donc, la gourgane a permis d'augmenter la fibre efficace de la ration. Le projet a permis de constater que la gourgane n'avait pas d'effet sur la quantité de gaz à effet de serre qui était produite au niveau du méthane entérique et de la production de méthane au niveau des fumiers, puis ni au niveau du N2O produit au champ.
Au fond, la quantité de tanin qu'on a donnée aux vaches a été limitée par la quantité de gourgane qu'on pouvait donner. Donc, on était limité à peu près à 4 kg par vache par jour. Si on avait pu donner plus de gourgane, bien, on aurait pu donner plus de tanin. Ça aurait été intéressant d'observer là, si une plus grande quantité de tanin aurait permis d'avoir des effets sur les gaz à effet de serre. Finalement, la principale limite à ajouter la gourgane dans la ration des vaches laitières se trouve plutôt au niveau de sa culture, parce que la culture est quand même un beau défi, là, même si c'est une plante qui pousse bien dans la région. Bon, suite au projet avec Agrinova, nous avons continué la culture de gourgane pour question de rentabilité là, aux troupeaux, dans l'alimentation en production laitière. Quand même un assez bon rendement. Ben, c'est quand même un aliment simple qui peut être abordable, qui est intéressant au niveau des analyses et côté protéines, 28-32 de protéines. C'est sûr qu'il y a une certaine économie. Ben, ça reste un aliment simple. C'est nous autres qui le produisons. C'est fait dans nos champs. On le prend, on le met dans notre silo, on l'envoie dans la moulange, ça s'en va au robot directement, les vaches le mangent. Si je donne 1 kilo de gourgane, ben oui, j'ai ma protéine qui équivaut quasiment à 1,5 kg de moulé cubé. Mais bien souvent, il faut baisser aussi d'1 kilo de maïs de la même quantité aussi en plus. Fait qu'elle est doublement économique sur le côté niveau ration. Côté économie, il est quand même là. C'est un aliment qui est vraiment intéressant pour les vaches. La gourgane est servie aux vaches depuis, je pense, depuis 6 ans présentement. Les premières années, on a été plus mollo, là, mais depuis 2-3 ans, là, ça a bien été. Là. Les côtés limites en alimentation pour la gourgane, ça dépend de la ration de base qu'on leur donne. Si j'ai une alimentation qui est 100% foin, elle est plus dure à intégrer un petit peu. Si j'ai une alimentation qui a plus de 50% de maïs ensilage, elle rentre très bien dans la ration. Même à 75%, on peut commencer à donner des quantités vraiment intéressantes. À 75% de maïs ensilage, on va aller dans les 4 kilos par tête, sinon plus, selon les analyses qu'on a. Si on donne vraiment beaucoup de foin, elle est moins intéressante un petit peu. Elle vient trop dégradable, c'est un petit peu son défaut. La culture de la gourgane, c'est une culture qui est quand même touchée un petit peu par rapport au sol. C'est le contrôle des mauvaises herbes est plus difficile qu'une plante, qu'une céréale. Les fleurs, c'est plus fragile aux canicules que d'une céréale normale. Fait que ça peut arriver que des grosses canicules de bonne heure, que les fleurs coulent ou des affaires de même. Là. Ça fait que... Mais en général, on va chercher 1 tonne à 2 tonnes à l'autre. Là. Ça varie là-dedans. Là. Ouais. Dans les rotations, il faut faire attention avec le canola et le soya parce qu'il y a certaines maladies là, qui peuvent se ressembler. Fait qu'on saute une année, ordinairement, on fait une année de céréales entre le soya ou le canola pour les maladies. Et la gourgane, c'est une culture qui va être sensible au manque d'eau. Donc, on va prioriser les champs qui vont être soit en loam argileux, argile ou même la terre noire, qui vont être des sols qui vont être favorables parce que c'est des sols qui retiennent bien l'eau. C'est important, par exemple, que le champ soit bien drainé parce qu'on ne veut pas non plus un excès d'eau qui pourrait nuire au rendement. On va chercher aussi un sol qui n'est pas trop acide, un pH qui se situe entre 6,2 et 6,8. C'est l'idéal pour ne pas nuire à la croissance de la plante. Au niveau du semis, on essaie de faire ça le plus tôt possible au printemps, soit au début du mois de mai, évidemment si les conditions le permettent. On va chercher une profondeur de 5 à 7 cm, soit de 2 à 2,5 pouces. On peut utiliser un semoir à maïs modifié ou encore un semoir à céréales ou à soya si la variété qu'on utilise, là, les semences sont assez petites pour ça. La semence à germe à 3 degrés Celsius, mais est résistante à un gel printanier jusqu'à moins 3 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment une plante de climat frais. Donc, lorsque la gourgane va entrer en floraison, c'est là qu'elle va être le plus sensible aux températures chaudes et à la sécheresse. Quand il va faire vraiment trop chaud, ça peut faire avorter les fleurs. La gourgane, c'est une plante qui va fixer l'azote. Donc, dans la rotation, c'est bien de la placer après une céréale, par exemple. Et on va éviter aussi de la placer après une culture qui va enrichir le sol en azote. Parce que vu que c'est une plante qui va faire des nodulations, on ne veut pas empêcher la nodulation en la mettant après une culture qui vient déjà enrichir le sol en azote. Une application de défoliant peut être faite quand le 2/3 des feuilles sont jaunies. On va faire la récolte des graines sèches environ après 115 à 120 jours de maturité, ce qui correspond habituellement au début du mois de septembre. Donc la récolte, ça va s'effectuer quand les grains vont avoir atteint à peu près 18 à 20 d'humidité.
Pour ce faire, on peut utiliser là, une moissonneuse-batteuse conventionnelle avec une table à soya. Ensuite, on va faire sécher les grains pour qu'ils atteignent environ 13 d'humidité. Bien sûr que la principale limite à la culture de cette plante-là, c'est vraiment sa sensibilité à 2 maladies, le botrytis et l'anthracnose. Si la maladie est présente dans le champ, ça peut vraiment faire chuter radicalement les rendements. Sur les feuilles, la maladie, ce que ça va causer, c'est vraiment des lésions brunes à grises on peut même apercevoir là, la fructification des champignons qui vont causer des petits points noirs. Sur la tige, ça va plutôt être une coloration de brune à rouge qui va se produire et c'est comme si la maladie, dans le fond, suivait les vaisseaux vasculaires de la plante. Sur les gousses, ce qu'on va apercevoir, c'est vraiment des lésions noires qui peuvent causer l'ouverture de la gousse. Et à ce moment-là, ça fait une porte d'entrée pour l'agent pathogène qui peut ensuite contaminer les grains. Une fois que la maladie va avoir atteint le grain, ça peut causer également des lésions noires sur le grain et le grain peut également prendre une apparence qui va être difforme. Donc, au niveau du botrytis, lui, ce qui va causer, ça va être des lésions plutôt brun chocolat, des petites taches au niveau principalement de la feuille qui va être affectée dans ce cas. Pour éviter la propagation de ces maladies-là, il y a certaines choses qu'on peut faire. Donc, premièrement, s'assurer que les semences vont être certifiées. Puis, il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne rotation. Donc, idéalement, on attend au moins 3-4 ans avant de replanter de la gourgane dans un même champ. Puis, en cas de dernier recours, c'est sûr qu'il y a des produits phytosanitaires qui sont homologués contre ces maladies-là. En conclusion, bien que la culture de la gourgane comporte certains défis, il n'en reste pas moins que c'est un aliment appétant qui est intéressant à intégrer à la ration des vaches laitières. Par contre, pour ce qui est de la capacité de ces tanins à réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien, elle n'a pas été démontrée dans le projet.